régulation des marchés concurrentiels. Et pour le constater, procédons par étapes. Étape 1. McLaren dispose d'une voiture en mesure de jouer les 2 championnats du monde. Concernant celui des pilotes, aucun n'est numéro 1 de facto. À l'instar d'un secteur économique, Norris et Piastri sont donc 2 acteurs en concurrence pour être les numéros 1 de leur écurie et du championnat. Étape 2. De ce qu'on en sait, les Papaya Rules sont créés pour que l'intérêt de l'équipe passe avant celui des pilotes, mais que la compétition entre eux reste propre et juste. On peut donc dire que par ces règles, l'écurie s'érige en régulateur de la concurrence entre ces 2 pilotes. La régulation est une chose que vous allez retrouver dans d'innombrables secteurs. L'énergie, les services de télécommunication, l'industrie bancaire, l'industrie pharmaceutique et le sport aussi, bien entendu. Étape numéro 3. L'économie du droit dispose d'une abondante littérature pour aborder cette question de la régulation. Et vous y trouverez assez rapidement les notions ex ante et ex post. Alors à quoi correspondent-elles ? Ex ante, c'est la locution latine qui veut dire avant ou au préalable. Pour faire très schématique, le ex ante correspond à la régulation. C'est le processus de construction d'un marché concurrentiel ou, dans certains cas, d'une approche qui vise à pallier une défaillance de marché. Le but ? Formaliser un périmètre déterminé de pratique pour maîtriser le comportement des acteurs. Ex post, c'est la locution latine qui signifie après ou après coup. Là aussi, pour faire très schématique, le ex post correspond au droit à la concurrence. C'est-à-dire le domaine où, après les événements, on sanctionne les comportements qui ont obstrué l'exercice de la concurrence. La finalité de ces sanctions est dissuasive et éventuellement restaurative. Pour synthétiser, on peut reprendre les mots exacts de Marie-Anne Frison-Roche, universitaire qui a écrit sur cette question. L'ex ante renvoie à l'organisation planifiée des comportements par une autorité extérieure à celle qui agit, tandis que l'ex post correspond à une liberté d'action utilisée par les opérateurs à charge de répondre de l'effet de leur comportement sur autrui. Les approches ex ante et ex post ont chacune leurs avantages, inconvénients et gradations d'intensité. Je ne vais pas les détailler ici car c'est trop long et on n'est pas en cours magistral de licence d'éco. Mais il faut quand même comprendre pourquoi on se prend la tête avec ces sujets. Étape numéro 4. On peut mettre en place un dispositif ex ante contraignant et un régulateur si une activité présente un danger permanent ou de fortes externalités. Exemple, le secteur du nucléaire et le secteur bancaire qui ont chacun des risques de nature différente mais qui sont systémiques. C'est-à-dire que s'ils faillissent, ils engagent collectivement la société sur des niveaux de risque considérables. Donc on les régule par tout un tas de règles et conditions d'accès au marché. Deuxième cas de régulation ex ante, c'est le cas dit transitoire. Par exemple, il existe un opérateur historique d'un secteur, mais ce dernier va être ouvert à la concurrence. On ne veut pas qu'il y ait d'asymétrie entre les acteurs qui pourrait former une barrière d'entrée à la concurrence. En conséquence, une série d'actions sont organisées pour empêcher l'opérateur historique de verrouiller l'accès au marché. Troisième situation de régulation ex ante, la prévention des trusts. Vous savez, cette situation de monopole ou d'un petit cartel d'entreprises qui s'entendent sur des pratiques et des abus de position dominante qui empêchent la concurrence de s'exprimer. Comme la lutte antitrust est généralement très longue, coûteuse en procédure judiciaire et son résultat incertain, alors pour s'épargner cela, on agit en amont. Enfin, le dernier cas, c'est quand un marché a une défaillance dite structurelle. C'est quand on estime que la concurrence n'est ni pure ni parfaite. En clair, c'est un marché défaillant à cause d'une ou plusieurs positions trop dominantes, soit que le marché a produit de fortes externalités, pollution, crise financière, etc., ou quand c'est un bien public spécifique qui ne fait pas l'objet d'un échange. La défense nationale ou la qualité de l'air en sont des exemples. En cas de défaillance structurelle, l'entièreté du secteur doit être régulée continuellement par des mesures intrusives et potentiellement asymétriques. Et si on fait ça, c'est pour à terme recréer un espace de concurrence plus sain où les acteurs peuvent lutter à armes égales. Tiens, ça me fait penser à quelque chose, ça. Enfin bref, voilà les raisons qui justifient une approche ex ante. Étape numéro 5.
Pour l'ex post, il s'agit des finalités du droit de la concurrence. Alors pour quelles raisons adopter une politique de la concurrence ? On peut en citer 3. La première, c'est qu'instaurer des règles de concurrence permet de sanctionner les actions non admises ou éloignées des règles de juste conduite. La deuxième, c'est de défendre les conditions qui permettent l'émergence et le développement d'une concurrence dynamique et maintiennent ce principe économique comme un processus de découverte qui autorise l'innovation. La troisième finalité du droit de la concurrence, c'est de maintenir une situation de rivalité effective entre les firmes. Bon, on en a fini avec cette petite synthèse du cadre théorique, et en l'écoutant, vous y avez certainement pioché par-ci par-là des analogies avec la gestion de la concurrence entre pilotes. Et si ce n'est pas le cas, la suite va être plus claire. L'approche dont nous sommes plutôt amateurs en F1 est l'ex post, c'est-à-dire d'en rester à un encadrement ex ante basique qui ne fixe pas des règles précises de comportement. Liberté est laissée aux actions en piste, tant que celles-ci ne contreviennent pas aux impératifs fixés. En clair, tout est ok si vous ne vous touchez pas en piste ou que vous respectez le pacte qu'on a décidé avant le départ de la course. Mais si vous déconnez, alors en ex post, on va sanctionner votre infraction. On a vu ça chez Mercedes entre Rosberg et Hamilton par exemple. L'an dernier, le champion du monde a révélé l'un des montants à 6 chiffres qu'il a dû payer pour l'un de ses accidents avec son rival britannique. On parle de plus de 430 000 € d'époque quand même. Mais en tant qu'amatrice ou amateur de ce sport, vous n'êtes pas sans savoir qu'à trop laisser de liberté aux pilotes dans l'expression de leur concurrence, au moment où surgit un événement conflictuel, si vous ne le régulez pas ex post, vous pouvez créer des situations d'asymétrie où l'un des pilotes est plus favorisé que l'autre. Cela entraîne des conséquences dans leur implication ou leur performance. Le cas de Mark Webber chez Red Bull en Turquie 2010 ou Malaisie 2012 en sont des illustrations. Et c'est aussi ce rapport asymétrique qui a fait partir Ricciardo de Red Bull, l'accrochage de Bakou en 2018 n'y étant certainement pas pour rien. Et on pourrait citer d'autres exemples historiques, ce n'est pas propre à Red Bull. A l'inverse, il existe des situations d'ex ante où l'on verrouille la concurrence en établissant un statut de numéro 1 ou numéro 2, ou des règles de conduite et comportement assez contraignantes à respecter. Ça, ce sont les consignes d'équipe que nous détestons particulièrement, et dont un certain Rubens Barrichello pourrait parler longtemps certainement. Alors attention, on va rentrer dans le dernier tour. Barrichello Schumacher. C'est bon. 1 seconde à peine d'écart maintenant entre les deux hommes. On se croit revenu 1 an en arrière, si ce n'est qu'ils étaient à l'époque en 2e et 3e place, ouais. Que Jean Todt avait intimé l'ordre au pilote brésilien de laisser passer Schumacher pour lui permettre de marquer davantage de points au classement du championnat. Mais on se souvient qu'après cet épisode, eh bien, alors vous avez, il y a 2 voitures à doubler devant. Barrichello, très mécontent, avait dit qu'en principe, on lui avait promis, semble-t-il, que ça ne se produirait en tout cas plus si la première place était en jeu. C'est ce que je vais vous dire. Il ne le fera pas pour une victoire. C'est tout bon. Voilà. C'est tout bon. 2e ou 3e, ça c'est pas grave, mais une victoire, non. Alors attention, les 2 Toyota devant. Elles sont ça paraît logique et je crois que ce serait inhumain de demander aujourd'hui. Bien sûr. Pas une victoire, non, c'est tellement dur. Salo et McNish devant avec les 2 Toyota. Et puis les 2 Ferrari. Ouais. Barrichello devant Schumacher. Nous sommes à 2 virages de l'arrivée du Grand Prix d'Autriche de Formule 1. La radio Ferrari reste muette, semble-t-il. Barrichello devant Schumacher. On rentre dans les 2 derniers virages. On va débouler dans la ligne des stands. Barrichello devrait l'emporter. Oui, il l'a emporté, clair. Et c'est la victoire. Non. Incroyable. Eh oui, moi je le sentais. C'est terrible. C'est terrible. Ouais. C'est terrible et là franchement, je n'y crois pas. Vous entendez la foule? La polémique, je ne peux pas y croire. La polémique va rebondir, mais ça vraiment, le sport est bafoué. Ouais. Je ne peux pas y croire. On ne peut pas dire autrement. Le sport est bafoué. Alors là aussi, soyons objectifs, Ferrari n'est pas la plus à blâmer sur ce sujet. Mais 2 ingrédients ont rendu ces agissements exaspérants. La manière et le contexte qui les ont conduits. Mais plus globalement, le statut de pilote numéro 1 et 2, c'est aussi vieux que la Formule 1. Ronnie Peterson a dû s'en contenter en 78 face à Mario Andretti. Et dans quelques épisodes, je vous parlerai d'un pilote des années 50 pour lequel j'ai beaucoup d'affection et dont la copie du contrat que je possède est sans équivoque à ce sujet. En tout cas, la consigne d'équipe ex ante est toujours une tentation pour une écurie.
Mais on la voit souvent quand un pilote est mieux placé dans la lutte pour le titre, et donc dans les dernières courses de la saison. Elle est peu fréquente pour un cas de défaillance structurelle, c'est-à-dire de concurrence complètement ingérable et qui a produit beaucoup de dégâts. Le dernier exemple qui me vient en tête est celui de Force India en 2017, qui suite aux accrochages répétés entre Ocon et Perez, avait contraint ses pilotes à ne plus pouvoir se battre en piste. Et c'est une voie qui tenta un Gunther Steiner particulièrement agacé après les accrochages de Grosjean et Magnussen au Grand Prix de Silverstone et Hockenheim 2019, et qui déclarait que des consignes plus strictes seraient envisageables. Alors, où se situe l'écurie McLaren édition 2025 dans tout ça ? Eh bien, ni dans le laisser-faire bordélique, et ni dans l'asymétrie préférentielle, contrairement à ce que beaucoup croient, mais je vais avoir l'occasion d'y revenir. Et comme elle ne se situe dans aucune de ses conventions habituelles, son approche est incomprise, voire réprouvée. Pour utiliser un mot à la mode il y a quelques années, l'équipe Papaye est disruptive, ça ne fait clairement aucun doute. Mais c'est ici un premier point de crispation. Or, l'écurie de Woking adopte pourtant une démarche ex post, c'est-à-dire qu'elle laisse à ses pilotes la liberté des actions pour poursuivre leurs intérêts propres, mais ils sont susceptibles de répondre de l'usage de cette liberté s'ils ne respectent pas le seul principe ex ante que nous connaissions, à savoir celui de ne pas se toucher. Au pluriel, pas de règles précises ou prescriptions plus élaborées chez les papayes. Pas de barrière d'entrée à la concurrence, pas d'asymétrie d'information et enfin pas de défaillance structurelle au profit de l'opérateur historique, à savoir Lando Norris, pour verrouiller l'accès à une lutte équitable pour le championnat. En revanche, quand il y a défaillance des principes de concurrence équitable, l'écurie intervient pour créer une situation d'asymétrie, avec pour but de rééquilibrer le défaut de concurrence pure et parfaite constaté. Elle combine de l'ex ante et de l'ex post en ajustant des remèdes en fonction de l'évolution de la compétition. En clair, l'accrochage de Singapour a dérogé à la règle ex ante posée par le régulateur McLaren qui dit « Vous ne vous toucherez pas ». L'individu Lando Norris est sanctionné ex post, et la sanction est la suivante. À compter d'Austin, un avantage ex ante est donné jusqu'à la fin de saison pour Piastri, qui aura dorénavant la priorité de position sur les qualifications. Mais l'accrochage d'Austin annule cette répercussion, retour à l'état de level playing field, métaphore signifiant que le terrain de concurrence est plat de chaque côté pour les participants. Alors, que penser de tout ça ? Eh bien, à mon sens, la régulation opérée par McLaren pose plus de problèmes qu'elle n'en résout vraiment. Paradoxalement, par leur externalisation dans les radios et médias, ces petites hémorragies interventionnistes ont provoqué une révulsion hématophobe assez remuante.